Samuel Nadar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Tandem TV. J'en profite d'ailleurs pour inviter tous les téléspectateurs et téléspectatrices à s'abonner à notre chaîne pour ne louper aucune émission. Alors, vous êtes un défenseur de la communauté juive en France, défenseur d'Israël, et vous avez commencé à publier sur Instagram des vidéos que vous avez appelées l'édito de Madar, dans lequel vous faites des vidéos courtes qui durent 2-3 minutes pour défendre Israël, défendre la communauté juive et dénoncer les injustices. Pour ceux qui vous découvrent avec nous aujourd'hui sur Tandem TV, Samuel, qui êtes-vous? Qui je suis? Waouh, ça c'est une question très juive, ça d'abord. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que c'est qu'être juif? C'est beaucoup de questions qui sont très très juives. Moi, je vais essayer de répondre très simplement. Je suis quelqu'un qui m'interroge sur la situation actuelle, en particulier évidemment depuis le 7 octobre. Et comme toute personne qui s'interroge, on essaie de trouver des solutions. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire des recherches, de trouver des éléments d'explication, en tout cas des pistes de réflexion que j'essaie de partager avec les personnes qui me suivent et que voilà, à travers les publications que je partage, j'essaye de diffuser. Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour commencer à publier ces vidéos? Alors, le déclencheur de la vidéo n'a pas été tout de suite le 7 octobre, même si ça a été l'un des déclencheurs. C'est passé par plusieurs parties. Il y a eu effectivement le 7 octobre qui a été, comme pour la plupart des personnes, un traumatisme, un sentiment de tétanie qui m'avait envahi. Et puis, je suis passé par différentes phases. Moi, je suis parti en Israël faire du volontariat au mois de décembre 2023, donc peu après les événements. Je suis parti faire donc du volontariat dans un moshav qui était à la frontière de Gaza et ça a été quelque chose qui a été vraiment déclencheur chez moi dans même s'il n'y avait pas vraiment besoin de déclencher une identité juive qui était déjà bien ancrée chez moi. En tout cas, ça l'a bien accéléré à ce niveau-là. Et j'ai eu envie de faire un petit peu plus parce qu'on se sent toujours un petit peu désarçonné par rapport à tout ce qui se passe. Donc j'ai pas mal milité, notamment avec Nous Vivrons, tous 7 octobre également. Et puis, j'avais envie d'aller encore un petit peu plus loin, en allant notamment sur des éléments d'information, de médiatisation, qui, à mon sens, étaient insuffisants, en tout cas dans la manière dont c'était abordé de manière globalisée, si vous me passez l'expression. Et Mais donc, alors, avant cette expérience, vous faisiez déjà de la communication à travers de l'écrit ou de la vidéo par rapport à Israël ou à la communauté juive, ou voilà, c'est une première entre guillemets après votre retour d'Israël fin 2023 début 24 où vous démarrez cette activité? non, c'est entre les deux. C'est ni oui, je vais répondre ni oui ni non, parce que moi, je suis diplômé de journalisme, mais la vérité, c'est que je n'ai exercé ce métier que pendant quelques mois, faute de pouvoir en vivre. Et puis après, j'ai complètement changé de carrière, qui n'a rien à voir avec ça. Donc, j'ai exercé un petit peu ce métier quelques mois. Je suis même diplômé de ça, mais je n'ai pas vraiment exercé ce métier. J'ai remis cette casquette depuis le mois d'août 2024 parce que j'en ressentais le besoin. Ok. Alors, la particularité, c'est que ce sont des vidéos. Vous allez nous expliquer pourquoi ce choix de support. Et en plus, c'est des vidéos très courtes. C'est 2-3 minutes, hyper rythmées, très dynamiques. Pourquoi la vidéo et quel est le public qui est visé à travers ces vidéos? Pourquoi la vidéo? Parce que aujourd'hui, j'essaye aussi de m'adapter aux codes modernes des médias. Et les codes modernes, c'est évidemment les réseaux sociaux, pardon, difficile à dire très vite. D'ailleurs, je vous apprends rien parce que c'est un petit peu ce que vous faites aussi après la partie web radio. On essaye chacun à notre manière de diffuser des idées. Moi, j'ai choisi celui de la vidéo parce que j'essaye de m'adresser directement aux personnes, aux gens et au public à qui je m'adresse. D'ailleurs, quel est le public auquel je m'adresse? C'est en vérité tout le monde, juifs, non juifs et de tout âge. Mais en particulier la jeunesse, parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qu'il faut convaincre. Et donc, pour parler à la jeunesse, j'essaie d'adapter également les codes qui vont leur parler, c'est-à-dire pas uniquement de faire de l'information on va dire, très classique, très mainstream, mais de mettre un petit peu d'humour là-dedans, d'essayer de décoder les choses avec des formats courts, parce qu'aujourd'hui, on scrolle énormément sur l'information. Donc, il faut que ce soit court, il faut que ce soit synthétique, il faut que ce soit rapide et rythmé. Et voilà ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Alors, tout de suite, je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait d'une des dernières vidéos que vous avez publiées qui concerne le journal Le Monde. À tout de suite. La rédaction du journal Le Monde ne tourne pas rond. C'est le constat implacable révélé par cette enquête du Figaro qui révèle des coulisses pour le moins dérangeantes. Démonstration en 3 actes. Acte 1, le mur de Gaza, ou comment le militantisme a remplacé le journalisme.
Imaginez un mur entier au cœur de la rédaction, pas dans une salle de militants, mais dans les bureaux de ceux censés incarner la religion des faits. Et que peut-on y voir sur ce mur? Des slogans radicaux d'extrême gauche, comme Stop Génocide, et des caricatures au relent d'antisémitisme. Alors Samuel, on vient de voir un extrait de cette vidéo sur Le Monde. Elle est parue il y a quelques jours, puisque c'est une affaire qui est assez récente, le scandale du journal Le Monde. Moi, il y a beaucoup de choses qui me marquent dans cette vidéo. Encore une fois, c'est le côté très court, très punchy, hyper dynamique. C'est quelque chose que on va regarder jusqu'au bout. C'est pas une vidéo effectivement qu'on va commencer et puis on va scroller, comme vous le disiez, parce que il y a beaucoup d'informations. C'est hyper factuel, c'est très bien construit. Et on retrouve dans les différentes vidéos ce côté très scénarisé en disant acte 1, acte 2, numéro 1, numéro 2. Donc c'est vrai que ça donne aussi envie d'avoir la suite de la logique. Donc tout ça, c'est quand même c'est très court, mais j'imagine qu'il y a un travail de préparation et que c'est hyper construit. C'est un travail de préparation, c'est un travail de recherche, même si là, en l'état, c'est surtout Le Figaro qui avait fait ce travail de recherche. Moi, je n'ai fait que relater ce que Le Figaro avait déjà fait comme recherche. J'ai une petite info, un petit complément d'info, si j'ose dire, à vous apporter que je n'ai pas mis dans la vidéo. C'est que l'une des personnes qui fait partie du comité d'éthique avait déjà dit sur LinkedIn, avant même la réunion de ce comité d'éthique pour trancher sur le cas de Benjamin Barth, qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur Le Monde, parce qu'il faisait une annonce sur LinkedIn en disant qu'il allait rejoindre le comité d'éthique. Quelqu'un lui avait fait la remarque en lui disant bon courage. D'ailleurs, je peux vous retrouver un petit peu l'extrait, parce que c'est quand même assez parlant. Quand on a quelqu'un qui est du comité d'éthique, il disait travaille à temps plein pour ce nouveau poste au sein du comité d'éthique. Ce à quoi il lui a répondu, pas tant que cela, et beaucoup d'autres quotidiens pourraient s'en inspirer, j'ai des noms. Quand on va rejoindre un comité d'éthique, on est censé être impartial, neutre, et apporter une certaine, évidemment, ce que je disais, neutralité dans les décisions que l'on apporte. Et quand on rejoint ce comité avec cet état d'âme, cet état d'esprit, c'est un petit peu problématique à mon sens, parce que est-ce qu'on peut être jugé parti? Je suis pas sûr, surtout pour ce poste-là. Alors, c'est vrai qu'il y avait un travail de fond avec cette enquête d'Eugénie Bastier au Figaro, mais le fait est que c'est toujours intéressant d'abord parce qu'il y a plein de gens qui ne lisent plus la presse. Le support vidéo, le fait d'avoir des extraits d'images, le fait encore une fois, d'avoir ce dynamisme et cette construction, je pense qu'elle apporte beaucoup, et notamment à des gens qui sinon auraient loupé cette information. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée et je tiens à vous remercier C'est moi qui vous remercie. pour C'est moi qui vous ça. remercie. C'est important de mettre du rythme dans les vidéos parce que on a envie de suivre d'un point A à un point C en passant par le B. Et si on a loupé quelque chose au milieu, c'est que quelque chose n'a pas été très bien construit. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais merci beaucoup pour votre compliment. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant et qu'on retrouve, c'est le côté hyper factuel. Ça veut dire qu'il y a de la dénonciation, il y a de l'engagement de votre part, mais vous êtes hyper factuel, vous précisez les choses, vous datez les choses, vous citez les gens. Voilà, quelque part, c'est imparable, c'est dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais il y en a pas beaucoup qui ont en ce moment le courage de le faire. Donc c'est vrai que voilà, une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais en fait, il n'y a pas moyen de penser autrement puisqu'il explique des faits. Oui, j'essaie toujours d'expliquer, entre guillemets, preuve à l'appui de ce que je démontre, de ce que je publie, parce que c'est facile tout le monde a un avis, voire même tout le monde a plusieurs avis. Mais il suffit pas d'avoir un avis, il faut pouvoir le détailler, le développer, l'appuyer. Et si on n'est pas capable de le faire, ça ne sert à rien d'en parler quelque part. C'est un petit peu méchant ce que je dis, mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre juste de donner un avis en l'air, il faut pouvoir le justifier. J'essaie de le faire autant que faire se peut. Alors, il y a une autre vidéo très intéressante dont on va voir un extrait qui est un tuto, c'est très à la mode les tutos, comment être un bon antisémite, et qui commence par une phrase que j'aime beaucoup, vous dites « Coucou les nadaristas ». Tout de suite, on regarde cet extrait. Coucou les madaristas. Vous rêvez de pouvoir être antisémite en toute liberté? No sousailles. Grâce à ce tuto, apprenez toutes les ficelles pour cracher votre haine sur les juifs sans être inquiété par la loi. 3, 2, 1, c'est parti. Première étape. Soyez malin. Arrêtez d'utiliser le mot juif. Boring. À la place, remplacez-le par le mot sioniste. Jouez là comme la basketteuse française Émilie Gomis en le revendiquant haut et fort. Hyper efficace pour mettre un masque sur votre haine anti-juive sans être condamné. Fonctionne très bien aussi avec soutien aux génocidaires.
Alors ouais, extrait, effectivement. Alors ça prête à rire dans la manière dont c'est construit, mais effectivement, c'est un sujet qui est très sérieux. Et on a vu depuis plus d'un an, le 7 octobre 2023, ce déferlement antisémite, anti-israélien, qui n'est pas anti-juif. C'est très intelligemment construit la manière dont on peut aujourd'hui critiquer les juifs, dénoncer les juifs à travers tous les clichés qu'on pensait oublier depuis longtemps. Est-ce que c'est un réveil de la parole antisémite? Est-ce que c'est une nouvelle poussée antisémite qui n'existait pas et qui, à cause de la désinformation, s'est révélée? Il y a plein de manières de voir les choses, mais effectivement, vous arrivez à dénoncer effectivement tout ce que un certain nombre de partis politiques ou de médias ou de personnalités disent, en étant finalement très peu inquiétés par la justice. Et oui, comme dirait l'autre, le ventre immonde de la bête est encore fécond. C'est-à-dire que l'antisémitisme s'est toujours transformé, a traversé les âges, les siècles et les millénaires, en n'étant jamais vraiment de la même manière, même s'il y a toujours des choses qui reviennent de manière régulière, le juif tout-puissant, le complot juif, etc. Aujourd'hui, d'être juif, il est beau ce lapsus, la manière, pardon, d'être antisémite sans être sous le coup de la loi, c'est de trouver de nouveaux noms. Ça va être dragon céleste, ça va être soutien génocidaire, ça va être même sioniste. On parle des juifs sans... toutes ces choses-là aujourd'hui, ce sont des subterfuges pour être antisémite, sans l'être, mais en étant vraiment. Avec Et une vidéo, par exemple, que vous avez fait aussi sur Dominique de Villepin, où il dénonce ceux qui contrôlent le capital, ou l'art, ou la culture, mais on sait jamais, enfin, on sait très bien, mais il ne précise pas de qui il s'agit quand il dit il. On est sur le même mécanisme. c'est là toute la complexité, c'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui de condamner l'antisémitisme, parce qu'il suffit aujourd'hui de le contourner. Et la manière de contourner l'antisémitisme aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile, de très simple, et qui est largement employé à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre médiatique, mais également dans le milieu associatif, dans les universités, les lycées, les collèges, même dans le milieu professionnel privé, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent malheureusement et que j'essaye de dénoncer justement pour donner des armes à celles et ceux, en particulier les juifs qui n'ont pas forcément les armes verbales pour pouvoir se défendre, de leur donner quelques moyens de pouvoir justement répondre. Samuel Nadar, merci beaucoup pour cet entretien. Bonne continuation. Merci pour votre courage, votre défense d'Israël, du peuple juif et de l'injustice de manière générale. Merci à vous de nous avoir Merci à suivis vous, c'était un vrai plaisir. sur Tandem TV et je vous dis à très bientôt. Au revoir À très Samuel. bientôt. Au revoir.